Petit envers du décor. Coucou, regardez. Le pied pour le portable. Les mats sont prêts. Et là, regardez, il y a toute la collection Giallo. Là. Et là-bas, vous avez la collection CD Pop Rock pour continuer la collection. Voilà, je vous montre un petit peu l'envers du décor sur la table. Et là, évidemment, mon inévitable bouteille d'eau. Hein. Toujours un petit peu de racle, on ne sait jamais. On peut avoir un peu de... pour avoir une bouteille avec soi. À de suite. Eh bien bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, alors là consacrée à un style que j'aime beaucoup, le slasher et surtout aussi le giallo, toutes les productions de cinéma d'horreur, cinéma bis italien. Je sais que notre cher et tendre David Didlot adore ça, puis moi j'aime beaucoup aussi, j'adore la Hammer, j'adore la Amicus, mais j'adore aussi le giallo. D'ailleurs comme disait David, hein, le giallo qui veut dire jaune en italien. Évidemment, je ne le savais pas, je ne parle pas l'italien, donc heureusement David est un professeur de français, de latin, mais aussi d'italien apparemment, puisque ben voilà, le giallo ça veut dire jaune. Ben écoutez, moi je sais déjà au moins dire ça. Voilà, je connais quelques mots, quelques notions, mais là moi le giallo je sais que c'est jaune. Voilà, on va démarrer par les deux Man Movies. Alors attendez, je les réinverse. Tac, 94, le dernier Man Movies que j'ai acheté, parce qu'après le 91. Le 80, pardon, le 80, le 15, 16, 17, 18, 19, je les ai pas, mais je compte les retrouver et me les recommander à l'occasion. Celui-ci, c'est avec Street Fighter, Jean-Claude Van Damme. Alors évidemment, un film qui a fait polémique, hein, qui est à la fois un film, un petit chef-d'œuvre, un petit nanar culte pour beaucoup, et puis une grosse merdouille pour d'autres. Je le conçois tout à fait. À l'époque, j'avais peut-être un petit peu plus accroché avec le Mortal Kombat de Paul Anderson parce que j'ai trouvé que le film était quand même mieux fait, plus sombre, mais bon. Mais le Street Fighter, bon, c'est vrai qu'il est plutôt rigolo. Un peu bon, il y a Kylie Minogue dedans quand même. Hein. Et puis la dernière apparition de Roy Julia. On parlait avec un entretien de Toby Hooper. Il y avait John Carpenter aussi. Le Bazar d'épouvante qui sortait à la vente de Fraser C. Heston, le fils de Charlton Heston, qui est réalisateur aussi, et qui avait fait pour moi c'est un chef-d'œuvre. Il est excellent. Toujours dans les Man Movies de 1900, je crois que là on est en 94, 95, fin 94, début 95, avec Street Fighter, Planet of the Vampires, la planète des vampires. Là on parlait encore les laserdiscs, vous imaginez les bandes originales, les CD étaient là, mais il y avait encore quelques laserdiscs, le DVD n'était pas encore tout à fait ici. L'Armée des Ténèbres, Evil Dead 3 et le fameux Retour des Morts Vivants de la collection Cauchemar UGC. Voilà les images du fameux Street Fighter qui est quand même Roy Julia qui était très malade à ce moment-là. Évidemment ce film, bon, c'est un film de cœur. On peut pas renier ce film. Moi j'avais quoi, début 95, je venais d'avoir 24 ans au mois de novembre. Bon voilà quoi, c'est un film de jeunesse, c'est un film qui nous a quand même permis de bien rigoler. Star Trek Génération, ça c'est le 7e de la saga, avec Whoopi Goldberg, il y a Malcolm McDowell aussi dedans. Dead Amol de Michel Soavi, j'adore Michel Soavi, c'est lui qui a fait Bloody Bird, d'ailleurs je vais vous le présenter tout à l'heure. Il y a aussi, ah oui, François Hadji Lazaro, et oui évidemment, qui jouait dedans, le fameux chanteur des Garçons Bouchers, qui nous a quittés il y a quelques mois déjà, et Pigalle, un artiste vraiment comblé, quoi. Je veux dire, c'est un artiste vraiment, un gars qu'on voyait très rarement, mais j'adorais ce qu'il faisait. Angus Scream, on parlait de la saga des fantasmes, puisqu'il y avait Fantasme 3 à ce moment-là, et Fantasme 4 qui allait pas tarder à sortir. Des dossiers sur Toby Hooper,
Alors là, en veux-tu, en voilà, Massacre à la tronçonneuse, 1, 2 et toute sa filmographie, Life Force, Poltergeist, Massacre dans le train fantôme, le John Carpenter, là aussi par contre, interview. Regardez ces Mad Movies comme ils étaient beaux, toutes ces images incroyables. C'était noir, c'était sombre, c'était blanc. Il y avait beaucoup d'images, c'était très coloré, c'était très rempli. Regardez, le contour là était, vous voyez, il y avait peu de blanc. C'était très comble, très voilà. Maintenant les Mad Movies, vous avez, c'est pas des blagues, hein, vous avez cette épaisseur là de blanc autour, le paragraphe, et vous avez très très peu de photos et d'images au milieu. Maintenant, un enfant de... Mais moi, mes filles, elles ont 11 ans. Hein, quand elles avaient 7, 8, 9, 10 ans, même mon fils, hein, il regardait déjà les derniers Mad Movies que j'achetais, il les regardait sans aucune crainte. Alors que nous, à l'époque, on achetait Mad Movies dans les années 80-90. Là, il y avait de la couleur, il y avait du sang, il y avait du gore, c'était très transgressif. Regardez-moi ça. Ça, c'est un magazine où il y avait beaucoup de choses à voir et à lire, surtout. Maintenant, ça a complètement changé, J'aime pas du tout la nouvelle équipe de Mad, malheureusement. Mais alors moi, ceux des années 80-90, pour moi, ce sont les meilleurs. Les Crayons Monsters. La période, évidemment, Jean-Pierre Peuters, hein, qui nous a quittés. Jean-Pierre Peuters, c'est vraiment une énorme perte, vraiment. Le créateur, le papa de Mad Movies, White Palms. Ça aussi, c'était une série d'Oliver Stone. Et vous avez le 118. Mad Movies 118 avec les slashers de Halloween à Urban Legend en passant par les Scream, la mutante 2 qui sortait en cassette vidéo à l'époque. Il y avait le dernier Chucky, il y avait aussi celui-ci Weekend de terreur, je crois, qui sort dans pas longtemps. Je crois qu'il est sorti il y a quelques temps là. Non, il y a pas longtemps, il est sorti chez les éditions Rimini en combo. Là, pareil, voilà, vous avez encore regardé Babe, le cochon dans la ville. Là, on parlait vraiment de tout. Les Ensorceleuses, Jack Frost. On parlait vraiment de tous les films, Prémonition. Astérix et Obélix contre César, c'était le premier. Voilà, il y avait quand même un dossier sur tous les films dits commerciaux. Et ensuite, on partait quand même sur d'autres films, la Wishmaster, Vampire. Et là, vous avez Matrix qui allait pas tarder à arriver. Là, on était en début d'année 99. Matrix allait arriver pendant le courant de l'été. Et aller, comme on dit, aller casser la baraque, le fameux Cube de Vincenzo Natali, génialissime. Moi, j'ai adoré ce film. Il y en a qui n'ont pas compris. Moi, j'ai compris au bout de la. Moi, j'ai quasiment compris dès le premier coup. Oui. Existence de David Cronenberg. Je vous en parlerai de la trilogie Cube. Je vous en parlerai. Je vous dirai mon ressenti, ce que j'en pense. Beowulf, le fameux Beowulf avec Christophe Lambert. Ah là là là, Christophe Lambert. Voilà, désolé pour l'imitation, hein, il fallait que je le fasse. Star Trek Insurrection, j'adore les Star Trek, même ceux-là, Urban Legend, c'était sympa. Ouais, j'ai pas vu le 2, hein, j'ai pas vu le 3, je vous le dis. Voilà, je les ai pas vus. Le fameux Happy Birthday to Me, oh là là, celui-là génial, avec l'actrice qui joue dans La Petite Maison à la Prairie, ah oui, elle joue dans ce film, qui joue le rôle de la grande sœur et les yeux bleus, là, elle joue le rôle de, je crois que c'est Marie, non, il me semble. Je me rappelle plus son nom. Mettez-moi-le en commentaire, je me souviens plus son nom, ça y est, c'est fait. J'ai perdu la raison, j'ai perdu le fil. Kevin Williamson, évidemment, avec toutes les productions qu'il a fait, Mrs. Tingle, La Planète des Singes, regardez, Charlton Heston, excellent. Les Joe D'Amato, Mort d'un gorilleur, Joe D'Amato, évidemment, horrible, ou Anthropophagus, bon, alors là, absolument incroyable. Un qui est très très bien aussi, c'était le fameux Blue Holocaust que je vais vous présenter tout à l'heure aussi. À noter que dans le Mad Movies, mais depuis quelques années, depuis 2002, on a les DVD avec. Et Blue Holocaust en fait partie. Le Wishmaster qui était sorti à la vente en 98 et Babylon 5, encore un intégral en VHS. La fameuse série télé de science-fiction qui était... ça aussi, c'est vraiment génialissime. Allez, à de suite pour les Giallo. Alors bien évidemment, les Giallo, hein, je n'ai pas non plus une collection faramineuse. Hein, j'ai une collection simple avec quelques collectors, beaucoup de DVD sortis chez Mad Movies, avec les petits boîtiers tout simples là, tout fins. Mais je vais vous montrer, c'est quand même de sacrés bons films. Alors, il y a celui-là, bien sûr, qui est pour moi un slasher, un Giallo. Pourtant, c'est pas un film italien, hein, mais celui-là, j'adore. Je ne peux pas ne pas le mettre avec. Faut démarrer fort, hein, comme on dit.
le fameux Maniac de William Lustig. Ça, j'adore. C'est un film absolument culte. Joe Spinell était un gars absolument incroyable. Il y a un documentaire sur lui dedans, où on le voit notamment avec Steven Spielberg pendant la remise des Oscars, où Steven Spielberg n'avait rien gagné pour Les Dents de la Mer, et Joe Spinell, ça l'avait vraiment irrité. Il a dit, c'est pas possible qu'un gars comme ça, il a fait Les Dents de la Mer. Merde, il a fait Les Dents de la Mer. Caroline Munro, qui est absolument sublime dans ce film. Alors là, c'est un film incroyable. Hein. Celui-là, il a été édité encore en combo DVD Blu-ray aussi. Voilà le fameux coffret qu'on pouvait avoir à l'époque, dans les années 2000. Ça, c'est un film incroyable. Hein. Alors évidemment, hein, il y a du gore, hein, évidemment, c'est logique. Mais alors, qu'est-ce que c'est bien réalisé? C'est pour moi à mettre à côté de Zombie de George Romero. Voilà, Zombie, George Romero, Evil Dead, Creepshow, tous les films sortis au début des années 80, entre 78 et 83, on va dire. Cette période-là était une époque bénie. Puis il y avait aussi évidemment les films de Lucio Fulci que je vais vous présenter. Alors parmi les giallo, il y en a certains que j'ai vus 2-3 fois, certains 1 ou 2 fois, certains je les ai vus au moins 50 fois. Un qui est très très bien, avec George Lazenby, et oui, George Lazenby, le James Bond de Au service secret de Sa Majesté, c'est le fameux Qui l'a vu mourir, qui fait partie de la collection Mad Movies. Vous voyez, quand c'est tout fin comme ça, c'est dans Mad Movies. Alors d'ailleurs, il y a le logo ici. Celui-là est absolument incroyable, excellent, de Aldo Lado. Toujours évidemment une musique d'Ennio Morricone. Alors là, évidemment, superbe Ennio Morricone, qui s'est investi aussi dans le giallo, superbe, Qui la veut mourir. Il y a celui-ci aussi qui est très très bien, Mimsy Farmer avec le parfum de la dame en noir de Francesco Barilli, l'un des plus beaux thrillers du cinéma italien. Et alors, c'est peu dire, parce que celui-là, j'ai vraiment adoré. Très 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 bien. Alors là, prenez note de ces films, hein. Franchement, notez-les. Et si vous avez l'occasion de les avoir ou de les voir, et même de les posséder chez vous, ne vous privez pas, hein, parce que ça vraiment c'est très bien. Lamberto Bava, j'adore Lamberto Bava. Et évidemment son fameux Baiser macabre, le film qui a terrorisé Dario Argento, vous imaginez un peu. Ce pauvre Dario Argento, lui qui fait que des films pour enfants, hein. Il fait que des films pour enfants, ce pauvre Dario Argento. Il a été terrorisé. Ah, Dario Argento, j'ai quelques-uns de ces films là, je vais vous les montrer, vous allez voir. J'adore. Danse macabre, Barbara Steele, avec un film de Antonio Margheriti, pardon. Ça aussi, c'est très très bien. Je me rappelle, je l'avais enregistré sur Canal+, avec une jaquette tout en spirale, où on avait des squelettes et des personnes qui étaient dans la spirale, une spirale de sang. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'ait pas utilisé cette jaquette pour faire la jaquette du DVD. Celui-ci, et évidemment, Joe D'Amato, Blue Holocaust. Alors là, on est vraiment dans le sexe et la violence transgressive, l'un des plus chauds et l'un des plus terribles de toute l'histoire du cinéma. Très 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 bien. On se souvient de cette jaquette, hein, qui avait lorgné les vidéoclubs à l'époque. Je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué. Je suis vraiment très content de l'avoir grâce à Mad Movies. Je l'ai en DVD dans une édition simple, vous voyez. Mais en attendant, il y a des bonus dedans. Il y a des bonus. Mais c'est génial d'avoir cette collection-là comme ça, c'est absolument génial. Il y a celui-ci aussi qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans le MAD. Toutes les couleurs du vice de Sergio Martino. Là aussi, pareil. Vous avez encore un thriller à l'italienne, un giallo à l'italienne, érotico, gore. Là, parmi tous ces giallos, il y a, alors là, évidemment, là, on tape dans un truc un petit peu plus... dans quelque chose de beaucoup plus transgressif, beaucoup plus. Le fameux Cannibal Holocaust, que j'ai aussi en cassette VHS, la version intégralement censurée, dans une copie neuve absolument superbe. Et là, c'est le fameux DVD collector qui a été sorti à l'époque, en 2003 ou 2004, je crois. Et avec, évidemment, dedans, voilà, vous avez donc le coffret, on dirait les bobines, vous avez vu? On dirait les bobines du film. Alors, celui-là, c'est un ultra collector. Vous pouvez le trouver en édition simple, mais avoir le collector DVD avec tous les documentaires dedans, on vous raconte tout sur le tournage de ce film, comment ça s'est passé, et puis vous allez avoir de sacrées surprises. Toujours dans le domaine des cannibales, pour rester un petit peu dans la nourriture, et surtout, parlons McDo, hein, parlons McDo. Ah oui, parce que Cannibal Holocaust, le McDo, bon voilà. Et donc là, il y a Cannibal Ferox, le fameux Umberto Lenzi, là aussi, pareil. Un film poignant. J'ai plus aimé
Cannibal Holocaust. Pour moi, c'est le sommet du cinéma de cannibale. Celui-là, il est très très bien aussi. C'est pas mon préféré, mais il est pas mal. Ça vaut le coup de l'avoir parce que surtout cette collection là, cette collection CinéFX Anthologie Cannibal, voilà. Cette collection là, elle est pas facile à avoir, je crois, même Neo Publishing, voilà. Et je crois qu'ils ont arrêté il y a pas longtemps. Il y a quelques temps, on a eu quelques temps déjà. Mad Movies avait édité aussi celui-ci, The Green Inferno Daily Rots. C'est le remake de Cannibal Holocaust, tout simplement. C'est le remake. C'est une nouvelle version, sortie en 2015. Ça fait 11 ans maintenant. Le remake. Alors évidemment, il y a toujours les DVD dedans. Hein. Voilà, c'est simple, c'est ultra simple. Hein. Voilà, tous les DVD sont dedans. Le Green Inferno, pas mal. Alors, j'ai quand même plus préféré celui-ci, Cannibal Holocaust. Mais alors celui-là, effectivement, il en fout un coup. Et puis dans le domaine du cannibale, pour terminer, il y a celui-là qui est très bien. Emmanuel et les derniers cannibales, avec Laura Gemser et Gabriel Tinti. Alors Gabriel Tinti, c'est cet acteur-là qu'on voit, on le voit pas. Alors Gabriel Tinti, c'était le mari de l'actrice qui est ici, qui a tourné dans des films de cannibales, qui a tourné dans des films érotiques, tout ça. Et en fait, cet acteur, vous le connaissez, c'est cet acteur brun aux yeux clairs qu'on voit dans 2 films de Louis de Funès. Le gendarme de Saint-Tropez, il y a la fameuse Mustang avec les voleurs qui se trouvent dans le bateau. Il y a un des voleurs justement qui dit, je vous l'avais dit, je sentais le coup foireux, je vous ai dit c'est un coup foireux, c'est un coup fourré, mais on ne me croit jamais. Voilà, c'est cet acteur-là, Gabriel Tinti, et on le revoit dans le rôle du neveu de Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs. Alors il y a donc Yves Montand qui le remplace. Eh bien non. Le fameux César, voilà, le vrai César, qui se fait emprisonner par Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs. Il est là aussi, Gabriel Tinti, c'est le même acteur qui est décédé malheureusement il y a quelques années d'une crise cardiaque. Ensuite, il y a ce genre de films qui font partie de la collection Mad Movies. C'était les anciens de la collection Mad Movies. Regardez, ils étaient plus épais, évidemment, ils n'avaient pas encore pris ce modèle-là. J'avais oublié de vous dire, pour Emmanuel et les derniers cannibales, il y a des suppléments, un documentaire, enfin, quelque chose sur Joe D'Amato, on parle de Joe D'Amato, et c'est un certain, regardez, David Didlot qui nous en parle vraiment très très bien. C'est une belle interview, j'ai beaucoup aimé, et on sent quand même que David, Joe D'Amato, Bruno Mattei, c'est vraiment ses idoles, et c'est très très bien. J'ai adoré ce documentaire et j'ai adoré ce film. Il y a celui-ci, La Vierge de Nuremberg, avec Christopher Lee, qui est un film d'Antonio Margheriti qu'on a vu tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Celui-là est très très bien aussi. Là aussi, on est encore dans le giallo, absolument merveilleux. Celui-ci aussi, frisson d'horreur. Alors ça, par contre, ça c'est très très bien aussi. J'ai beaucoup aimé. Alors je me rappelle plus qui l'a réalisé. Ah oui, c'est Armando Crispino qui a fait le film en 1975. Voilà, Italie. Celui-là aussi est très très bien. Frisson d'horreur dans le domaine des giallo. Toujours dans cette collection, il y a le Mario Bava Opération Peur. Voilà, dans un petit fourreau cartonné qui était sorti dans Mad Movies. Beaucoup de ces films font partie de la collection Mad Movies. Voilà, Opération Paola de Mario Bava. Pardon pour mon italien. Hein. Mon italien, il est comme mon espagnol. Vous savez, on a l'impression que je bafouille. Voilà, le fameux DVD sorti avec la jaquette quasi d'origine. Voilà, et vous avez ce petit coffret cartonné. Opération Peur de Mario Bava, très très bien, un que j'ai adoré, celui-là vraiment je l'ai adoré, c'est le Mario Bava, encore une fois Mario Bava, Le corps et le fouet, qui fait partie, c'est le deuxième je crois, non c'est le troisième DVD sorti en 2002, quand Mad Movies avait démarré des DVD, en septembre 2002, ils avaient mis Patrick, un film qui s'appelle Patrick, ils avaient mis aussi le film qui s'appelle Le Dernier Survivant d'un Monde Parallèle, et ils avaient mis en troisième, c'était en novembre 2002, Le corps et le fouet, avec Christopher Lee, Dalia Lavi, de Mario Bava, encore une fois. Celui-là, c'est un de mes préférés. Celui-là, je trouve qu'il est gothique, il est sulfureux, il est baroque, il est génial, absolument génial. J'adore cette ambiance. On a l'impression de se retrouver un petit peu, mais en version colorisée, dans La Maison du Diable de Robert Wise, mais on est plus vers un giallo et on est beaucoup plus vers une version beaucoup plus colorisée. L'autre film est en noir et blanc, et d'ailleurs le film est absolument superbe. Je vous en parlerai aussi de La Maison du Diable. On fera un thème sur les maisons hantées. Les 3 visages de la peur, là aussi, pareil. Mario Bava, 3 sketchs. Michel Mercier,
Jacqueline Pierreux et Boris Karloff, un chef-d'œuvre encore, j'adore ce film. Voilà, c'est un film à sketch avec 3 histoires, le téléphone, les Wordalax et la goutte d'eau, 3 sketchs, voilà, on va dire Creepshow, c'est un petit peu basé sur ça, les contes de la crypte. Voilà, parmi les films à sketch, encore un des 3 films que j'adore, Mario Bava, toujours Mario Bava, La Baie sanglante, sublime, un des plus grands slashers de toute l'histoire du cinéma, très très bien. Là, ce n'est pas la jaquette de Mario Melki, j'allais dire Mario Melki, on pourrait dire aussi Laurent Bava, mais non, c'est Laurent Melki. La jaquette de Laurent Melki, elle n'est pas pareille, différente évidemment, mais c'est une des premières, je crois, qu'il avait faites avec Creepshow, dans le domaine des affiches et le cinéma. La Baie sanglante de Mario Bava, celui-là, il est très très bien, très très bien. Celui-ci, alors là, on attaque les Argento, j'adore celui-là, c'est son premier film, 1970, L'oiseau au plumage de cristal. Alors là, vous avez en plus un revers de situation à la fin qui est absolument incroyable. Le film, et c'est un thriller, on est plus dans le thriller que dans l'horreur pure. Mais alors, qu'est-ce que c'est bien. Celui-là, il est sensationnel. C'est un des meilleurs de la carrière de Argento. Et c'est d'ailleurs son tout premier. D'ailleurs, il réalisera ensuite son deuxième film. C'était en 71-72 avec Karl Malden, le fameux Le chat à 9 queues. Celui-là aussi. Très très bien. Alors, j'ai peut-être plus accroché sur celui-là que celui-ci, mais franchement, le chat à 9 queues, là vous avez la collection TF1 vidéo, les deux. Voilà, TF1 vidéo. Voilà, le chat à 9 queues de Dario Argento, excellentissime. Alors il y a plein de Dario Argento que je n'ai pas, il y en a plein que je n'ai pas, que je compte. Ils sont pas faciles à trouver les Argento. Certains ont été réédités, certains non. Il faut que je retrouve aussi, entre guillemets, il y a Ténèbres aussi que j'ai en VHS. Il y a Phénoména que j'ai en VHS. Voilà. Voilà. Autrement, il y a celui-ci, évidemment, celui-ci. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas s'en lasser. Dario Argento, Suspiria, avec le chanteur Miguel Bosé. Et oui, qui a joué beaucoup avec Pedro Almodovar. On le voit dans Talent Aiguille, on le voit aussi dans Gazon Maudit, réalisé par José Balasco avec Alain Chabat. Et il a été chanteur dans les années 80. Il a sorti quelques tubes en 88, 89. On se souvient de Lay Down on Me, qui a été un tube qui était classé au top 50. Et on se souvient aussi de Eight Wonder, qui était sorti en 89, qui était un autre single qu'il avait sorti d'un album qui avait très très bien marché. Je vous les présenterai ces titres-là. Alors évidemment, Suspiria, comme dit Laurent Melki, c'est baroque. C'est très théâtral, c'est très coloré, c'est très beau visuellement et le film est vraiment prenant. Là, il y a vraiment rien à redire. Une bombe, Suspiria, c'est une bombe. Parmi les autres bombes de Dario Argento, vous avez celui-ci aussi. Collection Mad Movies, il est tout plat celui-là. Alors, quelle belle jaquette. Inferno, absolument terrifiant. Moi, je l'avais enregistré sur M6, je crois. Il était passé dans les jeudis de l'angoisse. Après, j'ai acheté le DVD plus tard. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Il y a quelques scènes quand même qui m'ont... Surtout dans les scènes du sous-sol, là, dans l'eau, avec une créature, au moment qui chope la femme, là, ben, je sais pas, mais il y a plein de choses qui se passent dans ce sous-sol. Bref, en tout cas, il m'avait bien fait peur, celui-ci. Et toujours Argento, il a celui-là, Le fantôme de l'opéra, avec sa fille, Asia Argento, et notre inoubliable Julian Sand. Voilà, une autre version de 1997, qui est pas mal aussi. Pas la meilleure version, certes, mais j'aime bien celle avec Robert Englund aussi. Elle est pas mal. L'original, je l'ai en noir et blanc. Je crois que c'est avec Claude Rains, il me semble. Hein. Mais voilà, le fameux Le fantôme de l'opéra de Dario Argento. Très très belle adaptation. Et toujours sur Dario Argento, on a celui-ci, Trauma, que j'avais vu en 93-94 sur Canal+, que j'avais beaucoup aimé. Puis finalement, avec le temps, je l'ai revu. Et j'ai trouvé que le film était un peu bizarre, pas tout à fait bâclé, mais je sais pas, j'ai moins accroché. Il y en a d'autres de Dario Argento, notamment, que j'avais vu, il y en a un qui s'appelle The Stendhal Syndrome, qui est sorti dans chez Le Chat qui fume. J'avais pas trop accroché The Stendhal Syndrome. J'avais pas trop accroché, c'est très psychologique, c'est pas mal, mais Asia Argento joue bien, mais c'est pas mon préféré, malheureusement. Celui-là, Trauma, on va dire que c'est le dernier vrai Argento qui m'est vraiment plu. À partir de là, malheureusement, après, j'ai un petit peu décroché. Bon, il y a quand même eu Le fantôme de l'opéra entre-temps. Voilà. Voilà, je vous ai parlé de Michel Soavi, qui est en fait un réalisateur. C'est lui qui a fait ce film, notamment Della Morte e Della Mole, mais aussi
Bloody Bird qui sort, qui est sorti d'ailleurs en coffret combo DVD Blu-ray, je crois que c'est Rimini, je crois il me semble, ou chez ESC. Faut que je me le prenne, faut que je vous le présente quand je l'aurai. Le fameux Bloody Bird, prix spécial de la peur en 87. Alors là, on est vraiment dans un film. Là, c'est une partie de cache-cache théâtrale, on va dire, qui tourne très très mal. L'affiche est culte, on se souvient tous de cette affiche dans l'écran fantastique, le magazine, et puis aussi dans Mad Movies. Michel Soavi, pour ceux qui ne savent pas qui est-ce, c'est un acteur, et c'est lui qu'on voit dans Démon. Alors pas le deuxième, le premier Démon de Lamberto Bava. Souvenez-vous de cet homme qui est dans la rue et qui a une espèce de masque, la moitié de son visage c'est la masque d'un démon, et il distribue à des gens dans la rue des tickets pour aller voir un film d'horreur. Voilà, et qu'on revoit ce gars, c'est lui qui donne ça, on le revoit à la fin d'ailleurs. Eh bien, cet acteur-là, c'est lui, c'est Michel Soavi. C'est lui qui joue ce personnage dans Démon de Lamberto Bava. Voilà, en 1985. Ensuite, il réalisera son premier film en 86-87, qui sera en 87 et notamment en France, il sortira en 88, je crois. C'est celui-ci, le fameux Bloody Bird. Celui-là, j'adore, j'en suis dingue. J'ai mis des années pour le retrouver. Je l'avais vu en location vidéo club à l'époque. Et là, je suis très content d'avoir. Et là, il va y avoir le combo DVD Blu-ray qui va sortir avec une remasterisation totale. Non, je crois que... Attendez, je ne sais pas s'il est sorti ou pas. Il va pas tarder, ou alors il est déjà sorti. Il va falloir que j'aille vérifier. Et s'il est déjà sorti, je me le procure et je vous le montre. C'était dans la collection Neo Publishing. Vous voyez, c'est malheureusement une édition qui n'existe plus. C'est bien dommage. Ce film est absolument incroyable. Et là, on va partir vers un réalisateur dont je suis très fan. C'est Lucio Fulci. Pour moi, Lucio Fulci, c'est le réalisateur des giallo par excellence. C'est l'un des plus grands pour moi. L'Enfer des zombies, qui sera considéré comme un zombie 2. Alors le zombie 3 et le zombie 4. Le zombie 3, je l'ai, mais le zombie 4, je ne l'ai pas. J'essaierai de me débrouiller de l'avoir. Alors vous avez cette jaquette qui est sympathique, mais quand on essaie un petit peu, c'est très resserré. Donc après, pour les sortir, voilà. Le fameux zombie, l'enfer des zombies de Lucio Fulci, qui était passé sur Canal+, je l'avais enregistré. Et d'ailleurs, j'ai gardé l'enregistrement, parce que l'enregistrement était nickel. Sur un magnétoscope 6 têtes et fil stéréo, je trouve que le son, pour une VHS, c'était nickel. Et là, vous avez la jaquette d'origine. Voilà. L'enfer des zombies de Lucio Fulci, dans la collection Neo Publishing. Mad Movies l'avait sorti aussi, dans cette édition. Regardez comme ça. Alors là, le master, il est nickel, hein. Le son et l'image est l'image est beaucoup plus belle encore que cette édition-là. Et là, voilà. Alors là, c'est sorti chez Artus Film. Et la collection Fulci, donc l'Enfer des zombies, c'était une édition sur Mad Movies. Là, on voit cette image-là, vous voyez. On a l'impression de voir, en fait, tout simplement, c'est en fait la préquelle, en quelque sorte, de Zombie, de George Romero. La collection Mad Movies, l'Enfer des zombies, un des meilleurs de Lucio Fulci. Celui-ci aussi, j'adore, magnifique. L'au-delà dans cette collection en plus, incroyable. Collection Neo Publishing, je les avais trouvés à regarder. Là, c'est l'affiche cinéma, la vraie affiche cinéma. Regardez-moi ce petit coffret magnifique. Avec le DVD, le master est très bon, hein. Et on parle des DVD, on dit tout de suite les Blu-ray, mais sur des grands écrans, je peux vous dire que le master est très très bon. Et il y a aussi celui-ci qui est absolument incroyable, toujours dans la collection Mad Movies, vous voyez, hein. Ils sont tous fins. L'Éventreur de New York de Lucio Fulci. Lucio Fulci transforme le giallo en cauchemar urbain, et c'est vrai, parce que dans ce film, je peux vous dire que c'est vraiment très poignant. 1982 quand même, 82, c'était l'époque bénie pour Lucio Fulci. C'est là où il avait cartonné avec tous les films que je vous montre là, qui sont absolument... moi j'adore ces films. Alors là, je crois que là on a atteint le sommet. Pour moi, c'est le sommet de Lucio Fulci. Je l'ai en cassette VHS dans la collection René Château Vidéo. Je vous la montrerai. Mais pour moi, c'est le meilleur, c'est le plus flippant, le film le plus dérangeant de toute sa carrière. Pour moi, c'est celui-ci. La paura nella città di molti viventi. Je crois que c'est ça le vrai titre italien. Comme je vous ai dit, hein, mon italien est absolument nul. Mais voilà, Frayeur de Lucio Fulci, 1980, je crois, 81 ou 82. On n'en est pas loin. Celui-là,
Ah là 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 là, celui-là. Aïe. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film? Paris 1980, Grand Prix du public. La Pao, là, la peur. Regardez-moi ça. Il y a toute la collection, je les ai tous. Il y a le bouquin. C'est cette jaquette-là que j'ai sur la VHS, que je vous montrerai. Là, vous avez encore plein de photos, plein de... tout comme les autres. Hein. Mais alors, celui-ci, La Paola, frayeur, absolument grandiose. J'adore ce film. Celui-là, il est vraiment très 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 bien. Avec Catriona McCall, qui est une actrice génialissime. Hein. J'avais vu des photos, j'avais vu des images pendant un Bloody Weekend en 2019, où d'ailleurs Laurent Melki avait rencontré celle qui joue le rôle de Nancy Heather Langenkamp, qui joue dans Les Griffes de la Nuit, la saga Freddy, et il avait rencontré aussi Catriona McCall. Voilà, celui-là c'est le enfin pour moi c'est le sommet de Lucio Fulci. Et ensuite il y a celui-ci qui n'en est pas loin, entre celui-ci, L'Enfer des Zombies, surtout aussi L'Au-delà. Mais alors là, La Maison près du cimetière, là aussi pareil, on frôle le chef-d'œuvre carrément. Un film absolument dingue. Alors évidemment, Catriona McCall joue dans les 3 films, dans La Maison près du cimetière, dans Frayeur, on la voit évidemment dans L'Au-delà aussi. Voilà, elle est dans le casting, c'est incroyable. Elle a joué dans ces 3 films cultes, absolument terrifiants. Celui-là, La Maison près du cimetière, il est grandiose. Si vous aimez les vrais films d'horreur qui font vraiment peur, et bien là vous tapez dans le mille. Toujours Lucio Fulci, un autre qui est très bien, mais c'est cette édition, une autre édition de La Maison près du cimetière justement, qui avait été, vous voyez, il a été mis dans la collection Mad Movies aussi. Il a été réédité. Voilà, cette édition-là aussi de La Maison près du cimetière, avec la jaquette et le visuel sur le disque. Là, le master est encore meilleur encore que là. Il y a déjà l'image et le son est très bon, mais alors là, c'est vraiment très 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 bon. Là, on voit quand même que la qualité n'est pas la même. Il y a celui-ci qui, à partir de là, je trouve que ces films ont été un petit peu moins bons. Alors, il y en avait un que j'avais vu en 87 au cinéma. Ça s'appelle A Enigma. Alors, A Enigma, je l'ai en cassette VHS. Mais je crois même que je l'ai en cassette VHS et enregistré sur le câble, il me semble, avec un bon petit enregistrement. Mais il y avait celui-ci en 84, je crois, et à partir de là, 85, Lucio Fulci a commencé un petit peu à perdre de sa superbe, comme on dit, La Malédiction du Pharaon, qui est très très bien, mais qui n'est pour moi pas le meilleur. Mais j'aime beaucoup, il fait partie de la collection, interdit au moins de 16 ans, celui-là aussi, inédit en DVD à l'époque, vous voyez, quand il est sorti. La Malédiction du Pharaon, et il y a celui-ci. Le fameux Zombie 3 sorti en 88 de Lucio Fulci, qui est en fait la fin en fait de... Là on est vraiment dans la pente retombante, on va dire, de la carrière de Fulci. Ça fait partie de la collection Mad Movies, vous voyez. Mais ce n'est, pour ainsi dire, pas le meilleur film qu'il ait fait. Moi, cette image m'avait marqué avec cet animateur radio, là, zombifié. Ça m'avait marqué à l'époque. Mais voilà, il est pas mal, mais je veux dire, là on n'est plus vraiment dans le Lucio Fulci du début. Mais ça vaut le coup de l'avoir. Par contre, le Zombie 4, je n'ai pas encore réussi à trouver. Il n'est pas facile à trouver, le Zombie 4. Hein. Pas facile à trouver. Alors, pourquoi Zombie avec le Zombie de George Romero? C'est parce que Lucio Fulci n'avait pas l'autorisation de faire les suites officielles. Donc, le Zombie de George Romero comporte un E, Zombie D-I-E. Lucio Fulci a eu le droit de faire une préquelle ou des fausses suites. Ce sont des fausses préquelles ou des fausses suites du film à Romero, à une seule condition, c'est que le zombie ne soit pas écrit pareil. C'est pour ça que vous avez le zombie sans E, vous avez zombie qui finit avec un I, tout comme les autres, parce que tout simplement c'était George Romero qui détenait les droits du zombie IE, voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, on a fini les Giallo, déjà, c'est déjà terminé, ça alors. Bon, on va attaquer 3 artistes, 2 groupes, et un artiste en solo sur la musique synth pop, pop rock et même metal. 3 artistes qui n'ont quasiment rien à voir. C'est parti. 2 groupes et un artiste solo qui sont vraiment dans 3 univers musicaux totalement différents. On est vraiment dans la scène pop rock, dans la scène rock,
Mais on est vraiment dans 3 artistes vraiment différents, vous allez voir quand je vais vous les présenter. Mais c'est vraiment des artistes que j'aime beaucoup. Évidemment, alors j'ai les vinyles aussi, je vous montre les CD, parce que si je vous montre les CD, les vinyles, il faut tout sortir. Quand je ferai les vinyles, ça sera vraiment du 100% vinyle. Ce groupe-là, évidemment, Peter Kisbury, Anna Lacasio, le groupe pop-rock par excellence, Cock Robin, qui a entre 1985 et on va dire 1991-92, pendant près de 6-7 ans, vont nous sortir 3 albums absolument merveilleux. Le fameux Cock Robin, le first album, où dedans on y retrouve le fameux titre When Your Heart Is Weak, énorme tube à l'époque en 85 et en 86 de Promise You Made et Truth You Were On My Side. 3 hits énormes que j'ai en 45 tours en maxi, que je vous présenterai à l'occasion. Il y a d'autres titres absolument merveilleux dans cet album. Il y a Just When You're Having Fun, Because It Keeps On Working. J'aime beaucoup More Than Killing et surtout More Than Willing et surtout A Little Innocence, qui est un solo qui conclut l'album, une ballade pop rock là aussi, avec des envolées de guitare absolument merveilleuses. Le premier album de Cock Robin, je l'ai aussi en vinyle, je vous montrerai tout ça. Il y a pas de problème pour ça, vous verrez. Le deuxième album en 1987, le fameux After Here Truth Midland. Celui-là aussi, pareil, l'album aura autant de succès que le premier, peut-être un peu moins quand même, un peu moins marqué. Le premier aura fait vraiment 3 tubes. Là, il y aura des chansons qui auront bien marché, mais c'est vrai que là, il se retrouve à 2 déjà. Mais voilà, l'album il marchera quand même, avec évidemment des tubes comme Just Around the Corner, qui sera numéro 1 pendant l'été. Et on aura entre fin 87 et début 88 The Biggest Fool of All. Il y a aussi El Norte, que j'ai d'ailleurs aussi en maxi 45 tours. Mais dans cet album, il y a des morceaux que j'adore comme Courage, génial, Precious Dream, ou alors After Here to Midland, Every Moment aussi sont très très bien. Bref, 9 titres comme dans le premier album que je vous conseille. Et ce troisième album, sorti en 89, First Love, Last Right. Ce troisième album est absolument beaucoup plus de noirceur dans cet album, 10 titres au lieu de 9. Comme la pochette d'ailleurs, c'est un album beaucoup plus sombre, et là on sent quand même que c'est peut-être la fin, le glas, parce que le groupe annoncera en 1990 la dissolution du groupe. Voilà. Là aussi pareil, on a de pures merveilles comme évidemment le très connu Worlds Apart qui sortira en single. On aura Stranger Line qui sera le deuxième titre, et il y a d'autres morceaux merveilleux comme Stumble and Fall. Il y a le fameux Win or Lose qui est très très bien. Hurt It Down the Killer qui est pour moi presque quasiment ma préférée, et Manzanar qui apparemment serait sorti en single dans certains pays. Voilà, First Love Last Ride de Cock Robin. Ça, ce sont les 3 albums principaux du groupe qu'il faut avoir. Ils ont été réédités dans un coffret il n'y a pas très longtemps, dans des éditions remasterisées avec des versions longues, des démos, des versions extended, bref, ça vaut le coup de les avoir quand même. Alors là maintenant, je vous montre la suite sur Cock Robin. Il y a celui-ci qui était sorti en 90, le Gold de Cock Robin. C'est en fait un master série où dedans on retrouve évidemment les tubes du groupe, mais les tubes sont quasiment tous en version extended remix, les versions maxi, quasiment. La seule qui n'est pas en maxi, c'est Just Around the Corner, malheureusement. Et tout le reste des morceaux que vous voyez là, c'est quasiment que des face B inédites. Cock Robin avait l'habitude de sortir en face B des 45 tours des titres qui ne faisaient pas partie des albums. Eh bien là, vous les avez. Blood of Scent, Have You Any Sympathy, We've Changed, entre autres, Open Book, voilà. Et dont une reprise, je crois que c'est Don't Think Twice, il me semble, je sais pas laquelle, il y en a une qui est une reprise de Bob Dylan. Très très beau. Ça c'est collector, parce que ça c'est pas facile à trouver. Entre temps, après leur séparation, il y aura un best-of qui sortira, dont je prendrai la réédition en 98. Et voici donc Peter Gisbury, le chanteur Peter Gisbury, qui lui sortira 2, 3, 4 albums solo. Je crois qu'il aura sorti 2 albums en français, puisqu'il adore la France et il parle souvent couramment français. A Different Man, c'est son premier album solo, sorti en 92, je crois, 91. Un album très très bien, exactement dans la lignée des albums de Cock Robin. Ça aurait pu être un album de Cock Robin, tout simplement. Les titres sont très très bien. Malheureusement, dans cet album, il n'y a quasiment aucun tube. L'album, on en entendra parler, mais il n'y aura pas de titre qui sera devenu un gros hit. Par contre, au même moment, en 92, il y aura quand même Starmania de Michel Berger qui sortira en version anglaise, Tycoon, et il sortira le titre Only the Very Best, SOS, Terrier en détresse, la fameuse chanson de Daniel Balavoine, dans sa version à lui en anglais, qui sera quasiment numéro 1 des ventes, mais ce titre-là n'est pas dans l'album.
95, j'ai trouvé un CD de titre il n'y a pas très longtemps, There is no magic to it, de Peter Gabriel, qui fait partie de son deuxième album. Le deuxième album, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé ce CD de titre. Voilà, si un jour je trouve l'album, je vous le présenterai. Ça fait partie du deuxième album. Et toujours dans les best-of de Kurt Cobain, voilà le best-of de 91 qui a été réédité dans sa version. La version 91, elle a un fond bleu. Celle-là, c'est en 98. Le best-of avec tous les tubes, comme l'autre version, à part que là, il y a un bonus track, le fameux Only the Very Best, interprété par Peter Gabriel, de Tycoon Starmania en version anglaise, qui était numéro 1 partout, donc, qui a été complété en plus sur ce best-of comme 17e morceau sur le CD. En 2006, Kurt Cobain fera un retour. Ils sortiront plein d'albums. Il y a eu 3, 4, 5 albums qui sortiront. Je ne les ai pas tous pris. Je pense les prendre dans les mois à venir, dans les années à venir. Je ne suis pas pressé. Par contre, le premier album sorti en 2006, leur 4e album studio, le fameux I Don't Want to Save the World, sortira en 2006. Après 15 ans d'absence, vous voyez, en 2006, ils reviendront avec ce nouvel album. Et par contre, celui-là d'album est beaucoup plus rock que les précédents. Là, par contre, là, il y a un son beaucoup plus guitare. On sent que là, ouais, là, ça c'est vraiment péchu par rapport au reste qui est beaucoup plus pop rock, beaucoup plus synthé. Là, beaucoup moins. On n'est pas dans le domaine du hard rock du tout, mais c'est un album beaucoup plus accrocheur. Les guitares sont beaucoup plus mises en avant. Superhuman, c'est un morceau magnifique. I Don't Want to Save the World, c'est le titre phare de l'album. Et tout le reste, il y a 13 titres, est absolument grandiose. Under the Star Wish I Was Born est la version anglaise de Michel Polnareff. La chanson Sur quelle étoile suis-je né, de quelle étoile suis-je né. Voilà, on connaît tous cette chanson de Michel Polnareff, c'est la version anglaise. Under the Star Wish I Was Born. Repris par Peter Gabriel dans cet album. Autre artiste, autre ambiance, toujours dans la même maison de disque, CBS. Ah oui, ils font partie de la même maison de disque avec Kurt Cobain. C'est celui-ci, c'est lui, un artiste que j'aime beaucoup, dont j'ai les 33 tours en vinyle aussi, je vous les montrerai, hein, j'ai quelques maxi, quelques 45 tours. C'est Paul Young. Paul Young, dont j'ai retrouvé un 45 tours il y a quelques temps, qu'il avait fait avec un groupe à lui, avant de sortir Come Back and Stay. Ils étaient tout jeunes. C'est au tout début des années 80, alors je sais plus quelle année, 82 je crois. Mais je vais vous montrer ça, quand je vous montrerai donc les vinyles. Paul Young, No Parler, le premier album, alors le visuel est sympa, mais le visuel d'origine n'est pas comme ça, il est tout rouge avec des espèces de triangles. Voilà, No Parler, le premier album de Paul Young. Très bel album, avec le fameux Come Back and Stay en 83, qui a été un énorme tube, et le deuxième hit de l'album, dans une version légèrement plus longue que sur le single, Love of the Common People, une de mes préférées de toute sa carrière. Et on retrouve aussi dedans une reprise du groupe Joy Division, le fameux Love Will Tear Us Apart, qui est un morceau plutôt pop rock new wave, et qui est j'adore ce morceau, hein, j'adore le groupe Joy Division, c'est quand même un très très bel hommage. Il y a Wherever I Lay My Hat aussi, qui est sorti, Broken Man aussi, mais c'est surtout Come Back and Stay et Love of the Common People qui seront les deux gros hits de ce premier album en 1983 et promotionné entre 83 et 84. 84 sortira d'autres titres, dont le fameux I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, que j'ai d'ailleurs en 45 tours, et ça sera réuni sur ce deuxième album de 1985, The Secrets of Association, le deuxième album de Paul Young, où on retrouve donc I'm Gonna Tear Your Playhouse Down, et puis aussi des tubes de 85, notamment Every Time You Go Away, un superbe slow, une superbe reprise de Hall & Oates, et le fameux Everything Must Change, qui est un des plus beaux morceaux de sa carrière aussi, j'adore ce titre. Très très bel album, avec un titre en plus rajouté sur le CD, par rapport au vinyle, où je crois que le vinyle n'a que 12 titres, là il y en a 11. Là il y en a 13, pardon. Voilà, le deuxième album. Alors tous les autres albums, je les ai pas, parce qu'il en a fait plein. Ces albums-là sont beaucoup plus pop, beaucoup plus synth pop que ce qui va suivre. Entre-temps, après, au bout de 10 ans de carrière, Paul Young, lui, sortira ce best-of qui s'appelle From Time to Time, de temps en temps, où on retrouve ce Singles Collection en 91, 92. On retrouve tous les tubes, Every Time You Go Away, Come Back and Stay,
I Only Foolish Myself. Voilà. Et il y a le fameux Senza Una Donna, qui est en fait le fameux duo qu'il avait qu'il avait enregistré en 91 avec Zucchero. Très très beau slow. I'm gonna tear your playhouse down, vous voyez. Everything must change. Don't Dream It's Over, c'est une reprise de Claude House. Pardon pour la prononciation. Love of the Common People. Bref, voilà. C'est un très très bon album. C'est un très beau best-of qui complète bien la carrière de Paul Young. Paul Young qui d'ailleurs, à ce moment-là, au moment où il a fait le duo Senza Una Donna avec Zucchero, participera au concert hommage en avril 92 sur Freddie Mercury, puisque le groupe Queen réunira des tas d'artistes comme Liza Stanfield, Zucchero notamment, Paul Young. Il y aura donc Seal, il y aura donc Metallica, il y aura je sais plus encore, il y a plein d'artistes qui viennent. C'est un concert absolument titanesque que j'ai en Blu-ray et que je vous montrerai à l'occasion. Et donc Paul Young en fera partie. Il y a aussi cet album-là en 93, un album. Alors là, on part vers un son beaucoup plus rock justement, quelque chose de beaucoup plus blues, quelque chose de beaucoup plus. Là, on sent quand même que il laisse tomber les synthés. Et là, les guitares, le son acoustique et le son de la guitare fait son effet. The Crossing, l'album de 93 avec le fameux titre Now I Know What Made Otis Blue, qui est un énorme tube cette année-là en 93 et qui sera classé au top 50 pour Paul Young. Très bel album. Toutes les mélodies sont super. Il n'y a pas un titre à jeter. C'est un album merveilleux. Et je suis tombé sur ceci il y a quelque temps. Best Ballads. Regardez la pochette comme elle brille. Superbe. De Paul Young. En fait, c'est une compilation import allemand que j'ai trouvé dans un troc il y a quelques années. Et voilà, en fait, c'est tout simplement la compilation des slows de Paul Young. Là, pareil aussi, derrière, ça brille. Voilà, vous avez Every Time You Go Away dans des versions album, des versions légèrement différentes. Everything Must Change. Il y a Don't Dream Is Over. Il y a Wonderland. Senza Una Donna. Now I Know What Made Otis Blue. Ben voilà. Il y a donc la plupart de tous ces tubes, mais tous ces slows les plus connus. Voilà. Des années 80. La compilation sortie en 95. Là, c'est un import. Voilà. C'est un import allemand. Qui est pas mal. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi le petit livret. Qui est sympa aussi, il me semble. Il y a toute la collection avec de superbes photos. Voilà. Faites attention que ça brille pas trop avec la lumière au-dessus, là, juste au-dessus, là. Il y a la lumière. Voilà. C'est vraiment une belle compile, quoi. Alors après, il y a tous les trucs, vous savez, tous les achats qu'on peut faire pour commander, des posters, des CD, enfin bref. Voilà. Donc ça faisait certainement partie d'une collection qui est sortie uniquement qu'en Allemagne, parce que regardez les stickers. Alors, c'est vraiment... Voilà. Il n'y a pas marqué Made in, certainement, je pense, à l'intérieur. Je pense que là, on va le voir. Ça doit être écrit quelque part par là. Ah, Made Austria. Ah, c'est sorti en Autriche. Made in Austria. Autriche. Parce que si c'était Australia, évidemment, ça aurait été l'Australie. Voilà. Et puis, il y a ce troisième groupe qui n'a rien à voir avec Kurt Cobain et Paul Young, dont j'ai 3 albums. Un groupe que j'aimerais vous faire connaître. Voilà, c'est le groupe 13 Seconds to Mars. 30 secondes sur Mars, avec le charismatique chanteur Jared Leto, qui est aussi acteur, qu'on a vu dans Panic Room de David Fincher. On l'a vu dans le rôle dans Suicide Squad, la version où justement il joue le rôle du Joker. On le voit dans plein de films, dans Morbius, je crois que c'est Morbius, l'un des derniers Marvel avec le vampire. C'est lui d'ailleurs qui joue le rôle du vampire. On le voit aux côtés de Nicolas Cage dans Lord of War aussi. Voilà, je crois que c'est Lord of War, il me semble. Jared Leto est un acteur qui a joué dans des tas et des tas de films. On le voit aussi dans Requiem from a Dream de Darren Aronofsky. S'il faudrait citer la plupart de tous les rôles qu'il a fait, il a fait beaucoup de second rôles, mais des rôles marquants. Voilà. Je crois qu'il il joue dans Fight Club, puisqu'il a les cheveux blonds gominés en arrière, blond platine, dans Fight Club, aux côtés de Brad Pitt et de Edward Norton. Voilà. Si vous regardez Fight Club, vous voyez ce gars là, avec des cheveux blond platine gominés en arrière, c'est Jared Leto. Et il est aussi chanteur d'un groupe,
hard metal, un groupe de heavy metal, le fameux 13 Seconds to Mars, avec ce premier album absolument grandiose. Voilà donc, et puis surtout quel bel album, parce que cet album regorge vraiment de morceaux absolument anthologiques. Le groupe sortira pas moins de 4, 5 ou 6 albums. Je ne me suis procuré que les 3 premiers albums de 13 Seconds to Mars. Voici le premier, qui est absolument incroyable. Celui-là, je crois qu'il est sorti en 2002. Le deuxième album, le Platinum Album, celui-là, il a cartonné. Il s'est très bien vendu. Le deuxième album de 13 Seconds to Mars, ça s'appelle A Beautiful Lie, qui d'ailleurs sortira en single avec un clip absolument merveilleux. Enfin, moi, ce titre, j'adore. A Beautiful Lie, c'est un des morceaux les plus connus du groupe. Voilà le tracklist. Alors, il y a Attack, Beautiful Lie, ce clip, tous les morceaux. Alors, ce qui est incroyable avec ce groupe, c'est que chaque morceau est travaillé à la perfection. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment rien à jeter. Il y a toujours des morceaux, vous savez, dans les albums, considérés un petit peu comme du remplissage, on va dire. On met 1 ou 2 titres pas terribles pour remplir un peu l'album. Là, non. Là, il y a un travail incroyable et surtout au niveau des arrangements, c'est monstrueux. Et ce troisième album, qui est peut-être un peu moins trash que les précédents, mais qui part vers un côté un petit peu plus pop, pop par moment. C'est un album, ça ressemble beaucoup à du Linkin Park. Hein. Voilà, on est vraiment dans le Linkin Park, mais là, par que là, on est vraiment dans le heavy metal. On est vraiment dans le métal pur et dur, alors que Linkin Park mélange le métal, le rock et le rap. Voilà. Alors que là, il y a un peu moins de rap. Voilà. Et puis, ça avait cette pochette absolument magnifique. Le troisième album de 13 Seconds to Mars, This Is War. Alors, celui-là est sorti en 2004, je crois, 2005. Celui-ci, 2008, il me semble. Ouais, 2008-2009. Voilà. Si je vous conseille un groupe de métal vraiment très bien, je n'ai pas les autres albums. Je compte me les procurer. Là aussi, hein, je suis pas pressé, j'y tombe dessus dès que je les vois. Je sais qu'il y en a eu un 4e et un 5e. Je sais que le groupe fait un album à peu près tous les 5-6 ans, puisque comme Jared Leto, le chanteur, est pour ainsi dire, il est pour ainsi dire acteur, donc il tourne beaucoup de films. On va regarder un truc, tiens, parce que c'est vrai que je n'y pense pas, mais c'est quand même intéressant de faire ça. Je rangerai tout après. Là, on voit des photos avec des gamins. Non, je crois qu'ici, on ne les voit pas. Là, on voit le groupe, mais de dos. Manque de bol. Attendez, je vais faire ça. Regardez le visuel comme déboule le disque. Magnifique. Alors, attendez. Normalement, il y a les photos du groupe. Regardez celui-là aussi. Superbe. Franchement, 13 Seconds. Voilà, Jared Leto, il est là. Vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans des films. Beaucoup de films. Depuis ces derniers temps, on le voit surtout, les cheveux longs, la barbe. Voilà, Jared Leto est ici. Voilà le chanteur du groupe, qui est acteur, donc que vous connaissez à travers les films qu'il a fait. Il y a son nom ici. Voilà. Et là, vous avez le troisième album. Là, on va certainement les voir. On bouge pas. Et hop, c'est parti. Alors, je ne sais pas si on les voit. Oui, ils sont là. Voilà, Jared Leto est ici. Au milieu. Voilà. Donc voilà, 13 Seconds to Mars. C'est un groupe que je vous conseille. C'est vraiment très bon musicalement. Si vous aimez le heavy metal, le death metal, tout ce qui est vraiment le rock gothique, le hard rock gothique, on est en plein dedans. Enfin, moi j'adore. Personnellement, en plus je trouve qu'il a une très belle voix. Donc voilà, 13 Seconds to Mars, je vous le conseille. Surtout ces 3 premiers albums au départ. Je ne sais pas s'ils ont été réédités en vinyle ou édités en vinyle. Je vais essayer de me renseigner parce que s'ils sont en vinyle, ça serait sympa de les avoir. Voilà. Eh bien, c'est tout pour ce Cock Robin, ce Paul Young et ce 13 Seconds to Mars. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un Dépêche Mode. Et la semaine d'après, il y aura le Dépêche Mode deuxième partie. Il y aura tellement de choses à dire sur Dépêche Mode, un groupe dont je suis très fan. J'ai quasiment tous les albums, mais en vinyle un petit peu, j'ai quelques vinyles. Mais alors en CD par contre, j'ai quasiment tous les coffrets. Je vous montrerai ça en 2 parties à partir de la semaine prochaine. On fait une petite conclusion les enfants. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
mettez le pouce, mettez des petits commentaires, abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous retrouve vendredi prochain à 20 h pour un prochain Matinee Records spécial Dépêche Mode. Alors là, il sera en deux parties. Il y aura une première partie vendredi prochain et vendredi d'après, vous aurez la deuxième partie parce qu'il y a tellement de choses à montrer et surtout à dire sur Dépêche Mode. C'est un groupe ultra culte, hein. Je ne présente plus Dépêche Mode, bien évidemment, mais ça sera deux vidéos, les deux prochaines, sur Dépêche Mode. Quant à moi, dans le domaine du slasher, dans le domaine du diallo, enfin bref, j'ai envie de me revoir ce film de William Lustig, Joe Spinell, Caroline Munro, vous en souvenez tous, hein, Maniac. Allez, c'est parti, je vais me le refaire. Gros bisous à toutes et à tous. À bientôt. Dépêche Mode.